Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, une demi-heure consacrée à la scolarité de vos enfants. À chaque fois une thématique forte, une initiative sur le plan local et ou national, toujours avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. On y va pour le sommaire de cette nouvelle émission. C'est décidément la voix des femmes de la résistance en Afghanistan. Radio Begum n'est plus seulement une radio éducative, mais aussi une télévision, oui, une télé. Alors pas de musique à l'antenne, certes, pas le droit de rire non plus, mais une véritable bouffée d'oxygène dans ce pays où les filles n'ont plus droit à l'éducation ni à bon nombre de métiers. La triste barre des 1000 jours a été franchie. 1000 jours, oui, 1000 jours de déscolarisation pour plus d'1,5 million de filles depuis la prise de pouvoir des talibans, alerte l'UNICEF, avec des conséquences notables, notamment sur le plan de la santé mentale. Les conséquences économiques sont aussi terribles pour le pays. Alix, ta loupe ? Oui, je vous parle d'enfants d'Afghanistan et d'ailleurs, une association très engagée. Et on en parle dans un instant, l'expression orale. Bonjour Baptiste Chapuis. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur le plateau du MAG sur School TV. Vous êtes l'heureux responsable des programmes et du plaidoyer international de l'UNICEF. Vous avez fait vos classes un peu avant à Handicap International, c'est ça ? Ça fait, ouais. Donc tout nouveau job ? Tout nouveau job et un plaisir de rejoindre les équipes de l'UNICEF. Et de bien beaux challenges. Effectivement, on en parle dans un instant. Bonjour Hamida Aman. Bonjour, bonjour Patrice. Je suis très heureux de vous retrouver. Vous étiez il y a quelques mois avec nous en plateau. Vous êtes bien évidemment la fondatrice de la radio Begum. Alors, je dis radio Begum, mais est-ce que je dois encore l'appeler comme ça, radio Begum ? Parce que on a parlé de cette radio qui, au final, était un miracle au quotidien. En Afghanistan, la situation pour les filles et les femmes est très compliquée. On va y revenir dans un instant. Mais radio Begum, aujourd'hui, c'est aussi une télé ? Elle a une petite sœur, effectivement, qui s'appelle Begum Télé, Begum TV, et nous diffusons cette chaîne de télé par satellite depuis Paris, parce qu'on a voulu diversifier l'offre éducative, et donc nous sommes présents toujours en Afghanistan avec la radio qui est déployée sur le terrain en bande FM, et puis pour pouvoir toucher plus de monde et surtout pour garder la motivation de nos élèves, parce qu'on sent que les filles flanchent, parce que comme vous dites, ça fait 1000 jours qu'elles sont cloîtrées chez elles, qu'il n'y a pas d'école, donc on a besoin aussi de leur apporter de la motivation, et c'est à travers cette chaîne éducative que nous diffusons depuis Paris en Afghanistan que nous essayons de faire ça. Et ce qui est super avec une chaîne de télé par satellite depuis la France, c'est que ça nous permet d'avoir une liberté de ton et d'action que nous n'avons pas en Afghanistan, parce qu'ici nous sommes régis sous les lois talibanes, bien sûr, locales, et les autorités, enfin, on doit se plier aux règles des autorités locales. Alors qu'en France, bien sûr, nous proposons des contenus éducatifs avec de la vidéo qui nous permet de toucher plus de matière, mais aussi on produit des programmes depuis Paris de divertissement, parce que et de divertissement. On propose des séries télé, et aussi C'est pas sorcier. Nous avons obtenu les droits par France Télévisions de C'est pas sorcier, et que nous avons traduit dans les langues locales. C'est-à-dire qu'avec ce média télé, au final, vous avez une offre complémentaire sur le plan, bien sûr, médiatique, puisqu'il y a la partie image, mais aussi sur le plan éditorial ? Tout à fait. En fait, le fait de pouvoir diffuser depuis la France, et c'est notre association française qui prend cette responsabilité, nous dissocions les deux choses. Et dans tous les cas, puisqu'on est par satellite, les autorités ici ne peuvent pas intervenir. Mais la radio diffuse, là vous avez les images de notre radio ici, à Kaboul. Nous employons 35 femmes qui animent cette grosse machine, et nous diffusons depuis Kaboul vers les provinces. Voilà. Nous avons des contenus, donc bien sûr, les cours radiophoniques, des programmes de soutien psychologique, donc de la santé mentale qui est très très importante, parce que nous avons énormément de jeunes filles qui nous appellent, en plus des femmes qui sont déprimées, et ça a un impact bien sûr direct sur leur santé mentale. Et ici actuellement, je suis à Kaboul, je vous parle, et je constate que, en étant allée voir des familles là ces derniers jours, que les retours que j'ai des adolescentes, c'est que voilà, on leur propose plein d'offres, et elles demandent les réouvertures des écoles. Il n'y a rien de tel que d'être de nouveau assis. Leur rêve, c'est d'être à nouveau assis dans une salle de classe.
Vous m'avez dit 35 femmes employées à Radio Begum. On a le droit de devenir journaliste? On a le droit de devenir reporter encore aujourd'hui en Afghanistan? En fait, énormément de contraintes. Énormément de contraintes. Nos libertés, nous sommes très limités dans notre liberté de ton, d'action et d'expression. Et il y a beaucoup de sujets que nous ne pouvons pas aborder. Mais nous contenons, on ne fait pas de politique, par exemple, pas de bulletin news non plus, pour pouvoir être à l'abri de toute controverse et de tout reproche. Donc nous, en sommes vraiment une radio de service public, de service général à l'attention des femmes et des jeunes filles. Je vais laisser la parole bien sûr aux autres invités et à Alix, mais rapidement, concernant la radio, vous arrivez à savoir combien de personnes vous touchez? Vous êtes diffusé dans combien de provinces en Afghanistan? Nous touchons 20 provinces sur 34, donc on est devenu la première radio privée d'Afghanistan, bien sûr après la radio nationale, et nous estimons à environ entre 5 et 6 millions le nombre d'auditrices potentielles que nous pouvons avoir. Alex. Baptiste, 1000 jours que les filles afghanes ont été exclues des établissements d'enseignement secondaire, c'est combien d'heures de cours perdus? C'est à peu près 3 milliards d'heures de cours perdus sur toute la période. Donc déjà, le sentiment qui prédomine aujourd'hui, c'est la consternation, c'est la honte, c'est la colère parmi nos équipes. C'est une décision qui va au-delà du juridique, c'est une violation flagrante de la Convention internationale des droits de l'enfant, mais c'est une décision que les jeunes femmes afghanes, près d'1,5 million d'entre elles, dans le secondaire, vivent chaque jour dans leur chair. Cela a des conséquences très directes sur elles, sur leur famille. On aura l'occasion d'en reparler. Mais de façon générale, c'est toute la société afghane qui en paye le prix fort aujourd'hui. Quelles sont les conséquences concrètes justement pour les filles, les femmes afghanes et plus généralement pour les conséquences sur le pays de ces 1000 jours de déscolarisation? On voit les conséquences très directes et indirectes qu'une simple décision politique a pu avoir. Déjà, directement, les femmes en payent le prix sur leur santé mentale. On parle de 1000 jours, mais cela fait plus de 4 ans. Si on retrace déjà le début à la période Covid, que les femmes, en particulier dans le secondaire, ont été... Il y avait déjà eu le confinement, en plus, ont été déscolarisées. Et donc, du coup, nos données et les témoignages que nous recueillons montrent très clairement que l'enjeu de la santé mentale devient aujourd'hui une priorité pour ces femmes, avec une hausse des taux de suicide, des dépressions. On observe aussi, et cela se montre dans nos chiffres de façon dramatique, une hausse des mariages forcés, un risque accru de l'exploitation forcée également. Mais de façon générale, comme je le rappelais, cette crise est une crise dans la crise. C'est-à-dire que les filles afghanes qui ne peuvent pas travailler aujourd'hui, dont les rêves sont brisés, ne pourront pas travailler demain et par leur salaire contribuer à leurs frais de santé, leurs frais d'éducation et au pouvoir d'achat de leur famille. Le développement plus largement de leur pays. Et donc, aujourd'hui, de la moitié de la population, c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Voilà, aujourd'hui, près de la moitié des Afghans a besoin d'une aide humanitaire. Donc l'effet prolongé des conflits successifs, il y a eu trois tremblements de terre en l'espace de 9 ans, des inondations et des sécheresses à répétition avec des chocs climatiques. Lorsque vous enlevez le savoir à toute une génération de jeunes femmes, c'est aujourd'hui leur capacité à pouvoir résister demain aux contraintes climatiques, de résister demain au choc économique, parce qu'il y a un taux de chômage qui est extrêmement fort en Afghanistan. Donc aujourd'hui, la vraie question, c'est qui a intérêt à ce que perdure cette situation? Certainement pas ces jeunes filles, ni leurs familles, mais aussi l'État afghan tout entier. Hamida Aman, quelle est la vie d'une Afghane aujourd'hui? La vie d'une Afghane, elle se cantonne à la maison. Principalement, de temps en temps, elles vont, là c'est la période de l'Aïd, donc les familles vont d'une maison à l'autre, se rendre visite. Malheureusement, nous par exemple en tant que femmes, on voulait aller dans un parc ou se réunir, c'est impossible. Même pour ces jours de fête, tous les parcs nous sont fermés, tous les extérieurs nous sont fermés, donc les seuls moyens c'est de rester à la maison. On ne peut même pas aller se recoiffer, se faire belle dans un salon de beauté parce qu'ils ont été aussi fermés l'année dernière. Donc le quotidien, c'est aller faire un peu de son marché avec s'occuper de son intérieur, essayer peut-être pour les plus chanceuses de pouvoir avoir accès à de la lecture en ligne ou aux médias, mais ça se cantonne à ça se cantonne à pas grand-chose d'autre. Et pour celles qui souhaitent résister, elles sont nombreuses en Afghanistan, celles qui souhaitent
s'éduquer. Il y a ces écoles dites secrètes. Est-ce qu'elles sont au quotidien menacées au final ? Ces écoles secrètes, bien sûr, elles sont en permanence un peu sur le fil du rasoir. Elles ne sont pas si secrètes que ça parce que la communauté aux alentours sont au courant. Parfois, souvent, les autorités directes ferment les yeux, mais parfois, il y a des coups de pression et on referme. Il faut savoir que ces écoles secrètes ne vont pas remplacer l'école parce que les profs qui les animent sont souvent des jeunes filles elles-mêmes qui prennent le relais et qui apprennent aux plus jeunes. Et elles ne peuvent pas enseigner toutes les branches parce qu'elles n'ont pas non plus elles-mêmes la formation pour ça, les capacités. Donc, c'est vraiment un palliatif. C'est vraiment un pis-aller pour pouvoir, en attendant que les écoles réouvrent et pour continuer à, au moins, qu'elles aient les bases de la formation secondaire. Et puis à côté de cela, il y a des petites formations professionnelles, des cours de couture et autres qu'on leur inculque pour essayer vraiment de leur ouvrir des perspectives en plus de l'alphabétisation et de savoir compter, lire et écrire. Comment au sein de l'UNICEF, Baptiste Chapuis, vous arrivez justement à aider les enfants, les jeunes filles justement à continuer à s'éduquer dans ce pays qui leur refuse tout simplement et purement l'éducation? Effectivement, derrière la colère, il y a toute l'action que les équipes et mes collègues de l'UNICEF mettent en place depuis des années sur le terrain. D'abord, discuter avec les autorités de facto pour les convaincre que cette décision est inique et doit être renversée. Ça, c'est la première chose. Mobiliser ensuite toute la communauté internationale pour faire en sorte que si l'on se prétend respectueux des droits de l'enfant, cet enjeu des 1000 jours doit être une des priorités diplomatiques, mais de façon très concrète, très opérationnelle. Comme ça a été rappelé juste avant, il y a des choses que l'on peut faire pour renforcer le système éducatif. Les équipes de l'UNICEF mettent en place des soutiens à ce qu'on appelle l'éducation communautaire, c'est-à-dire vraiment une éducation au niveau de chaque quartier pour faire en sorte que les enfants qui ont été déscolarisés, y compris avant même le début de la crise, puissent avoir accès à une éducation de base. Il y a aussi le soutien à la formation et au renforcement de capacité des enseignantes qui, comme vous l'imaginez, vivent aussi une situation qui est extrêmement complexe aujourd'hui. Et il y a un enjeu qui est aussi matériel. Il y a plus de 500 000 enfants qui ont pu bénéficier d'un soutien matériel en termes, par exemple, des cartables, des livres, du matériel d'apprentissage ou éducatif. Mais de façon plus générale, c'est tout le système éducatif et les infrastructures éducatives en Afghanistan qui doivent être soutenues à bout de bras aujourd'hui, mais malheureusement, quand vous privez 1,5 million de jeunes femmes d'avoir accès à l'éducation, c'est tout le système qui s'effondre par lui-même. Hamida Aman, très souvent, entre le métier d'enseignant et de journaliste, il n'y a qu'un pas. En tout cas, moi, je vois facilement les passerelles. Vous avez des enseignantes ou des anciennes enseignantes dans vos rangs à Radio Begum? Bien sûr, les 35 personnes qui font cette radio, une grande partie sont des enseignantes, justement. Ce sont des profs de maths, de chimie, d'histoire géo, et dans 2 langues différentes, en dari et en pachto, parce que tous nos contenus, l'offre que nous avons est dans les 2 langues. Donc, et tous les jours, nous produisons des cours radiophoniques en présence des collégiennes, des jeunes filles qui viennent des alentours de notre quartier et qui suivent depuis plus de 2 ans et demi ces cours radiophoniques et qui participent justement à l'élaboration de ces programmes pour vraiment faire un programme vivant et interactif. Et parmi notre équipe, il y a plus d'une dizaine de profs. Et nous avons aussi mis en place un call center, c'est-à-dire un moyen pour les élèves de contacter par téléphone ou par WhatsApp ou par un chat room des profs qui leur répondent quasiment 24 heures sur 24 et qui renvoient des devoirs corrigés. Donc vraiment, nous répondons à des besoins concrets sur le terrain parce qu'on se sent vraiment abandonné par les institutions, abandonné par la communauté internationale. Je salue quand même le travail d'UNICEF, mais je pense que l'UNICEF fait beaucoup pour le niveau primaire, mais ne prend pas suffisamment de risques et pour défendre le niveau secondaire. Nous sommes sur le terrain et franchement, on a besoin de beaucoup plus de soutien et beaucoup plus d'action. Et parfois, je trouve que les institutions sont un peu trop lourdes et lentes à la réaction. Question qui va peut-être vous paraître bête, Hamida, mais vous disiez effectivement qu'il y avait beaucoup de questions. Quand ces questions émanent des hommes, est-ce que vous pouvez y répondre en direct à la radio ou c'est compliqué ?
Jusqu'à présent, nous répondions aux hommes aussi à la radio, dans nos programmes de soutien psychologique et autres. Mais en fait, lorsque nous sommes en contact avec, nous prenons des appels de l'audience masculine, on a souvent des problèmes avec les autorités qui nous monitorent, qui nous écoutent et qui nous ramènent à l'ordre parce qu'ils trouvent qu'il y a trop de connivence ou trop de discussions. Et même parler entre une femme et un homme à travers le téléphone, c'est pas admissible selon les codes de leur islam à eux, de la charia qui promeut. Donc pour nous, ici, nous avons décidé, depuis peu d'ailleurs, d'interdire nos ondes à tous les hommes qui nous appellent, pour pouvoir préserver justement nos programmes et notre liberté d'action. Parce que nous répondons aux femmes et c'est déjà suffisant. Nous les dirigeons vers une autre radio que nous avons ici au sein de nos locaux, qui s'appelle Radio Jeune et où principalement c'est des hommes et on a à peu près le même type de programme, mais où on leur demande justement de s'adresser à eux et de laisser Begum aux femmes pour pouvoir justement qu'on soit totalement dédié à elles et que ce soit vraiment un gynécée et une gynécée et un lieu d'échange de femmes uniquement pour nous éviter tout problème avec les autorités. Baptiste, est-ce que malgré tout on peut avoir encore de l'espoir pour ces jeunes filles afghanes qui ont perdu 1000 jours de cours, ou est-ce que pour elles leurs trajectoires individuelles sont déjà trop impactées pour imaginer qu'elles aient accès à l'éducation de nouveau et puissent travailler et avoir une carrière? Tout ce qui guide notre action, ce sont les droits et le respect des aspirations et des rêves de ces jeunes femmes et des enfants en général. Tout est édicté dans la Convention internationale sur les droits de l'enfant, qui résume les droits et les grands principes que doivent mettre en place les autorités afghanes, mais de façon plus générale, la communauté internationale. Donc chaque heure qui passe, c'est une heure dramatiquement perdue pour toute une génération qui voit son éducation sacrifiée. Je pense que vous toutes et vous tous, vous vous souvenez de l'impact positif qu'a eu l'éducation et les heures d'école sur notre bien-être, sur nos aspirations, sur nos rêves. En fait, la seule chose que ce chiffre doit faire, c'est tirer la sonnette d'alarme et nous pousser à faire plus, non seulement en tant que Français. Nous avons aussi une voix sur les réseaux sociaux, auprès de nos gouvernements. Il y a des élections en ce moment, ça peut devenir aussi un enjeu diplomatique. Mais de façon plus générale, les équipes de l'UNICEF, comme le tissu associatif, en particulier Begum Radio, sont là aujourd'hui pour montrer qu'il y a un tissu communautaire qui est prêt aujourd'hui à lutter contre cette décision inique et faire en sorte que du jour au lendemain, si cette décision est renversée, le temps soit rattrapé pour ces 1,5 million de femmes. C'est l'heure de la loupe et la loupe c'est avec Alix. Et Alix, tu nous parles d'une autre association qui lutte contre l'illettrisme des jeunes filles afghanes. Oui, tout à fait. Ça s'appelle Enfants d'Afghanistan. Et d'ailleurs, cette organisation ne se limite pas seulement à lutter contre l'illettrisme des jeunes filles. Elle œuvre plus largement pour la scolarisation de tous les enfants afghans, qu'il s'agisse de garçons ou de filles. L'association apporte une aide matérielle en fournissant des fournitures scolaires, des livres et en prenant en charge les frais de transport pour permettre aux enfants de se rendre à l'école. Mais ce n'est pas tout. Elle soutient également les professeurs locaux en leur fournissant les équipements nécessaires pour dispenser un enseignement le plus qualitatif possible. L'action d'enfants d'Afghanistan et d'ailleurs se décline en plusieurs volets avec la promotion de la culture afghane à l'étranger via notamment la création du centre culturel franco-afghan. S'y tiennent des concerts, des expositions, des spectacles et des ateliers. Enfants d'Afghanistan et d'ailleurs s'engage aussi dans l'accueil et l'accompagnement des enfants exilés en France. Elle organise des maraudes nocturnes en région Île-de-France pour venir en aide aux nouveaux arrivants, souvent démunis et en quête de repères, met en place des programmes de soins pour enfants, les informe sur leurs droits et œuvre aussi pour la liberté de la presse, tout comme Begum Radio, en soutenant Bina TV, une chaîne de télévision afghane indépendante fondée en France par des journalistes afghans en exil. L'association a notamment organisé une cérémonie pour célébrer la médaille d'or de la jeune réfugiée afghane Zakia Koudadadi au championnat d'Europe de para-taekwondo. L'athlète de 25 ans a d'ailleurs été qualifiée pour représenter la France lors des Jeux paralympiques 2024. Amida, est-ce que vous avez déjà imaginé, ou est-ce qu'on peut imaginer que vous mutualisiez vos forces avec Enfants d'Afghanistan et d'ailleurs ? Oui, nous sommes en contact avec, nous proposons à toutes les organisations qui
qui travaillent en Afghanistan, ces contenus que nous développons, pour qu'ils puissent les utiliser dans le cadre de leurs écoles, de leurs structures et de leur réseau. Et d'ailleurs, nous avons déjà commencé, et c'est un appel que je lance à toutes les organisations qui travaillent sur le terrain et qui souhaitent étendre et avoir plus de moyens et des outils concrets. Nos programmes sont tout à fait à disposition de toutes les organisations pour cela. Je n'ai pas été approchée par cette organisation encore, mais nous en avons eu d'autres. Il y a un réseau d'écoles clandestines avec qui nous travaillons déjà et qui utilisent nos contenus, nos vidéos pour justement apporter plus un soutien aux profs justement qui donnent ces cours sur le terrain. Cette situation politique, on en a effectivement beaucoup parlé, elle est drastique au niveau des contraintes. On a vu effectivement cette sportive afghane qui était récompensée. Et on parlait aussi beaucoup de santé mentale, effectivement, qui est l'une des conséquences principales de la situation en Afghanistan. Elles ont le droit de faire du sport, les filles, les femmes, en Afghanistan? Hamida? Pas du tout. Pas du tout. Les salles de sport ont été aussi fermées aux femmes. Donc, tous les lieux où elles peuvent se faire du bien, où elles peuvent se réunir, leur ont été fermés. C'est le cas des parcs, des salles de sport, je l'ai dit tout à l'heure, aussi des salons de beauté, des hammams. Bref, en plus de l'école, de l'université et du monde du travail. Le monde du travail, c'est que certains secteurs qui leur sont encore ouverts, comme les médias par exemple, ou le secteur privé, où elles peuvent avoir peut-être un petit business, vendre des choses ou avoir un étal sur le marché, etc. Ça, ce sont encore des petites choses, ou des ateliers de couture sont autorisés, mais c'est vraiment minime. Et quand moi, j'ai parlé tout à l'heure avec une femme afghane qui avait un atelier de couture, elle est tellement déprimée par tout le harcèlement administratif qu'on subit en tant que femme entrepreneur qu'elle a simplement décidé d'abandonner. Je lui ai parlé ce matin et elle était au fond du trou. Elle était déprimée. Elle me dit, j'ai plus le courage. Et elles m'ont eu à l'usure. Voilà, c'est le genre de choses que j'entends ici tous les jours. Donc, effectivement, ils sont faisables, mais à quel prix? Il faut vraiment tenir bon et s'accrocher pour ne pas abandonner. Et même moi, l'année dernière, j'ai été vraiment à 2 doigts de décrocher parce qu'on était au bord du harcèlement. Tout est mis en place pour qu'on jette l'éponge. Hamida, vous proposez une aide psychologique sur Begum Radio? Oui, sur Begum Radio, on a 2 heures quotidiennes de soutien psychologique qui permettent aux femmes d'interagir avec une psychologue et de poser leurs questions et d'être suivies. Baptiste Chapuis, vous parliez justement tout à l'heure de ces cours d'éducation communautaire pour 600 000 effectivement, jeunes femmes, mais il y a aussi, on en a parlé, l'aspect psychologique où vous pouvez peut-être être d'une grande aide. Oui, tout à fait. Effectivement, la gravité de la crise nous montre aujourd'hui que la réponse à ce que vivent aujourd'hui les jeunes femmes et les femmes en général en Afghanistan ne pourra pas être uniquement du ressort de l'éducation. Elle doit être multifacette. Aujourd'hui, il y a une crise humanitaire qu'on oublie trop souvent. Quand je parlais du fait qu'il y a eu 3 tremblements de terre en l'espace de 9 mois, ça vous donne une impression de ce que peut être aujourd'hui le pays, les sécheresses à répétition, les inondations récentes que vous avez pu voir. Donc aujourd'hui, l'éducation est un pan de ce que doit être l'aide humanitaire aujourd'hui. Pour vous donner une illustration de la dégradation de la situation, aujourd'hui vous avez plus de 65% de la population qui n'a pas accès à l'eau potable au quotidien. C'était 48% il n'y a même pas 2 ans. Donc la pente aujourd'hui elle décline et cette réponse doit être au niveau de l'eau, de l'assainissement, de la nutrition, de la santé mentale bien évidemment. Mais si on n'arrive pas en tant que communauté internationale à apporter sur la table auprès des autorités afghanes et avec les partenaires de la société civile une réponse qui soit globale, dans lesquelles les principales personnes concernées sont au centre du projet, effectivement, on n'y arrivera pas. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est là sur ce plateau pour un peu tirer la sonnette d'alarme et remettre aussi les principales personnes au centre des discussions. C'est vrai qu'on en parle beaucoup moins au vu de l'actualité. Malheureusement, ça passe, on peut le dire, carrément sous les radars. Malheureusement. Radio Begum, Begum TV, en coulisses, ça donne ça, regardez.
Nous venons d'entendre l'appel d'une femme, d'une maman, d'une fille de 15 ans qui s'inquiète pour elle, pour son adolescente qui n'arrive pas à se concentrer, qui n'est pas capable de retenir les choses. Elle est préoccupée pour son avenir depuis la fermeture des écoles. Et cette maman nous explique qu'elle n'était pas comme ça avant, que c'était une fille joyeuse, elle est très bonne élève, etc. Et à présent, la déprime, le manque de perspective fait qu'elle a aucun moyen, elle ne se concentre pas, elle oublie tout ce qu'on lui demande de faire et elle n'arrive pas à retenir les cours qu'elle travaille quand même à la maison, en ligne ou avec notre radio. Et l'anglais est un sujet que les élèves adorent, nous demandent encore plus d'anglais. Vraiment, ça, parce que ça leur ouvre des perspectives vers le monde et comme ça, ils peuvent étudier en ligne, ils peuvent accéder à des contenus, des séries télé, des dessins animés en anglais. Voilà, l'anglais est vraiment leur sujet préféré. Voilà, on se doute que c'est dur pour les filles, les jeunes femmes, pour les mamans aussi. Hamida, c'était intéressant d'entendre le rôle que joue l'anglais, effectivement, dans ces cours en Afghanistan. Oui, en fait, les branches qui sont le plus demandées sont bien sûr l'anglais, parce que grâce à l'anglais, ça leur permet justement une ouverture vers le monde, l'accès sur Internet et surtout tous les cours en ligne qui sont proposés depuis l'extérieur. Il y en a énormément, il y a pléthore de cours en ligne, mais qui sont des cours par-ci par-là, souvent de maths, de sciences et d'anglais. Et c'est surtout ces branches-là qui vont permettre de passer des examens et d'avoir peut-être des bourses et une chance de partir du pays, parce qu'elles ne rêvent toutes que de ça. Il n'y a pas un seul Afghan qui a envie de rester dans ce pays. Si on pose la question, tout le monde veut quitter ce pays où il n'y a aucune perspective d'avenir, où il n'y croit plus. Et toutes les familles qui ont des jeunes filles en âge d'aller à l'école, beaucoup quittent le pays, ceux qui en ont les moyens, et d'autres qui n'ont pas, essayent de mettre tout en œuvre que leurs enfants puissent continuer à travailler peut-être en ligne ou peut-être rêvent d'un espoir d'avoir une bourse qui pourra ensuite leur permettre justement de s'exiler, d'aller étudier et d'avoir enfin un avenir et un espoir. Comment on peut vous aider aujourd'hui ? Continuer il ne faut pas oublier, continuer à parler de ce qui se passe dans le pays, de continuer à aider les associations qui travaillent vraiment concrètement sur le terrain. Et il y en a encore beaucoup, parce que sans vouloir être complètement pessimiste, tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Il y a des zones de gris sur lesquelles, où les ONG, les organisations, les assos qui sont sur le terrain, sur lesquelles on travaille et on s'engouffre. Il y a plein de choses qui nous sont interdites, mais on les fait quand même. Contrairement aux très grosses organisations internationales qui n'osent rien faire, nous, justement, on prend des risques sur le terrain. Et c'est ça qui est important. Entre les cours clandestins, les cours digitaux que nous proposons, il y a énormément de solutions et il faut continuer justement de soutenir toutes ces petites organisations qui font beaucoup de bien sur le terrain. Baptiste Chapuis. L'autre appel que j'aimerais aussi faire, c'est auprès des autorités dans les pays occidentaux. Il faut aider ces femmes qui demandent un visa pour venir travailler, pour venir étudier, parce qu'il y a il y a des initiatives, il y a beaucoup de femmes qualifiées, beaucoup de jeunes, des étudiantes qui étaient quasiment en dernière année de médecine ou d'autres matières et qui se sont vues fermer la porte des études. Et elles ne demandent qu'à continuer sur 1 an, 2 ans encore plus leur formation pour pouvoir avoir enfin leur diplôme, pour pouvoir être utiles enfin à leur pays. Et les femmes seules qui viennent étudier ne sont pas un danger. Généralement, elles s'adaptent très très bien et elles mènent à bout leurs projets. Par exemple, précise effectivement qu'il y a des filles qui avaient étudié pendant 6 ans la médecine, qui étaient au bout de leurs études, il manquait plus qu'une année. Effectivement, leur rêve de devenir médecin, c'est purement et simplement envolé. En guise de conclusion, rapidement. En guise de conclusion, il faut remettre les jeunes femmes et les filles afghanes au centre des discussions. Elles ont une voix, elles ont voix au chapitre, et on doit inclure aujourd'hui et relayer au maximum ce qu'elles ont à dire, leurs aspirations et leurs rêves, et pour faire en sorte que non, ce ne sera pas une génération sacrifiée. Et nous, collectivement, on peut continuer ce plaidoyer collectif auprès
auprès de nos autorités, auprès de nos députés pendant les élections, mais bien évidemment pousser aussi les autorités françaises à en faire une priorité diplomatique. Il en va de la crédibilité de la Convention internationale sur les droits de l'enfant. Merci infiniment à tous les deux. Merci Baptiste Chappuis, responsable des programmes et du plaidoyer international de l'UNICEF. Et un grand merci aussi à vous, bien sûr, Hamida Aman. On espère vous revoir très bientôt sur notre antenne, fondatrice de la radio Begum et bien sûr de Begum TV, je ne l'oublie pas. Un grand merci à vous, merci pour votre témoignage et merci à tous les deux d'avoir porté un peu plus de lumière effectivement sur la situation critique en Afghanistan. Ma chère Alix, je te retrouve demain. À demain. À demain.